Nous allons maintenant passer à l'exposé. La vache laitière, amie ou ennemie d'une agriculteur respectueuse de l'environnement et du climat. Et qui d'autre peut nous parler de cela? Nous avons un invité, c'est le professeur Dr Wilhelm Windisch. Il a étudié l'agronomie, les études agricoles à l'Université technique de Munich. Ensuite, il a fait des études à Vienne. Il est professeur pour l'alimentation animale à Vienne. Et le focus est maintenant l'alimentation. Et il parle aussi du fourrage animal. Moi, j'ai déjà vu des slides du professeur Dr Wilhelm Windisch. J'ai déjà entendu quelques exposés à Berlin. Donc, je suis content de vous avoir parmi vous. Merci. À vous la parole, monsieur le professeur Dr Windisch. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est volontiers que je suis venue ici parce que, eh bien, le sujet me tient beaucoup à cœur. Finalement, les choses que je vais vous présenter, ben là, c'est rien de nouveau. J'en parle depuis 40 ans à peu près. Mais jusqu'à présent, ça n'a intéressé personne. C'est juste maintenant, il y a quelque temps que ça rencontre un vif intérêt. Et ça tient au fait que nous avons vraiment une évolution derrière nous. Nous nous trouvons devant des changements disruptifs. Il y a le changement climatique qui va de pair avec des changements économiques. Donc ici, je vous montre une courbe. Vous pouvez tout lire sur Internet. Là, vous voyez la courbe de la température au fil de l'année. Et tout ça, vous pouvez suivre en ligne jour par jour. Donc ça, c'est un graphique tout à fait récent que vous voyez ici. Donc, ce sont les températures estivales que vous voyez. Là, il fait chaud, c'est clair. Ce sont les températures de la dernière décennie. Et il y a ensuite une courbe orange, c'est la courbe de l'année passée. Et chacun le sait, même à l'aveugle, on le verrait. Et la courbe noire, c'est la courbe actuelle. On est là, à ce niveau-là. Et on a maintenant, aujourd'hui, une météo tout à fait normale en avril. Mais malgré tout, on constate qu'il y a un changement au niveau des températures. La FAO a recensé quelques données, a donc regardé comment ça se passait au niveau de l'alimentation des animaux. 30% du système ou des émissions à effet de gaz sont dues au système alimentaire des consommateurs. Donc, un tiers de ce qui est acheté par les consommateurs est ensuite jeté. Et 12% des émissions de serre sont dues aux animaux d'élevage et 7% aux ruminants. L'objectif de réduction des émissions de CO2 est donc le suivant. La FAO dit qu'il faut réduire les émissions de la moitié et en Europe d'un tiers jusqu'en 2030. Est-ce qu'il faut aussi dire, oui, on peut renoncer à certains animaux, on peut réduire les animaux, les troupeaux, mais ça ne marche pas parce que la demande de produits carnés de haut de gamme, elle continue à augmenter. Donc, on n'arrive pas vraiment à couvrir tous les besoins. La détention de
bovins, elle continue à exister. Donc, il faut faire un grand écart entre les émissions et entre les troupeaux. Donc, il faut faire il faut réduire certaines choses. On peut se demander, est-ce que c'est à nous de le faire? Peut-être c'est plutôt aux autres de faire et nous, on observe plutôt un peu ce qui se passe. Mais est-ce que les autres ne font vraiment rien? Il faut être prudent. Euh, on n'avance pas peu à peu. Ce sont des processus disruptifs. Tout d'abord, il n'y a rien qui se passe et tout d'un coup, tout chamboule, tout change. Comme c'est Agfa, comme ça concernait Agfa, Fuji, il n'y a personne qui a encore une caméra normale. En 2 ans, les caméras à film ont été remplacées. Même chose pour les voitures électriques. On dispute, est-ce qu'il faut vraiment des voitures électriques ou pas? Actuellement, le marché d'automobile ou les fabricants d'automobiles veulent vraiment renoncer aux moteurs à carburant, de combustion. Donc, il y a beaucoup de fabricants d'Allemagne qui veulent encore continuer avec ces moteurs, mais maintenant, ils renoncent et ils essayent vraiment de faire la transition vers des moteurs électriques. Donc, qui a du retard dans un marché disruptif, il est perdant. Donc, il faut être vigilant. On ne sait pas vraiment dans quel sens ça va, mais il faut être préparé, il faut agir de manière écologique. Il y a un autre levier important. Eh bien, les terres agricoles se feront rares au niveau mondial, ça on le sait. Et ensuite, il faut fixer des priorités. Et la priorité, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la vaisselle, il y a le bac et puis le réservoir. On peut faire le calcul par rapport aux surfaces arables. Il y a des milliards, des millions de terres arables sur notre planète. J'essaye toujours de faire les calculs. Vous connaissez la surface d'un champ de foot, par exemple, et jusqu'en 2050, on sait que les chiffres changeront. FAO dit que la surface utile est un risque important après le changement climatique. Donc, on a le déboisement, ça nuit au climat. D'un autre côté, on perd aussi des surfaces agricoles. 10% de la surface agricole a été complètement scellée en Allemagne. C'est peut-être la même chose en Suisse. Et dû au changement climatique, on perd aussi des surfaces agricoles utiles. Donc, on ne connaît pas vraiment les chiffres, les futurs chiffres. Malgré tout, on fait de la transformation animale. Un tiers de la surface de maïs et de soja part dans l'alimentation animale. Et il y a quelques années, ça faisait encore du sens au niveau économique. Ce n'est pas un reproche. À l'époque, c'était juste parce qu'on avait trop de céréales. Il y avait l'agriculture qui avait beaucoup de succès avec les produits phytosanitaires, avec les engrais. Donc, il y avait ces surfaces énormes de céréales. Ça, c'est la raison pour laquelle entre 1970 jusqu'à 2050, on a pratiquement doublé la population. Donc, cette manière
de produire était approprié, mais vu l'évolution démographique, on ne peut pas continuer comme ça. On arrive à un point où il n'y a plus assez d'aliments. Il faudra fixer les priorités pour le futur. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? La biomasse qui est fabriquée, là, il faut surtout avoir des denrées alimentaires pour les êtres humains et puis il faut nourrir les animaux uniquement avec des produits qui ne peuvent pas être consommés par les êtres humains. Donc, cultiver de la biomasse pour la chauffer après coup, c'est inefficace et ça ne va pas du tout. Donc, ça correspond à 2% du rayonnement solaire et chaque installation solaire est beaucoup plus efficace. Donc, énergie et biomasse ne doivent jamais être des concurrents. Il s'agit de produire des aliments qui peuvent être consommés par les êtres humains. Ici, la question suivante, est-ce que tout ça, ça nous concerne? Ça concerne peut-être les pays du tiers-monde ou l'Afrique, mais est-ce que ça nous concerne ici en Europe ou pas? Mais oui, évidemment, ça nous concerne aussi. Je vais juste vous montrer les chiffres en Allemagne. En Allemagne, nous avons 70 millions de surfaces agricoles utiles, mais nous importons énormément de quantités de denrées alimentaires. Natürlich exportieren wir. Und wenn man das abzieht, Chiffres qui sont indiqués officiellement, mais si on déduit ça, il nous reste quand même 12 millions de hectares. En Allemagne, nous utilisons 70% de plus de surface que nous possédons. Et en fait, si ça devient plus rare à cause du changement climatique et si on n'a plus le droit de passer à la déforestation, que ce soit donc limité au niveau légal également, c'est là également, en fait, dans notre propre espace, dans notre propre surface, on retombe sur nos surfaces à nous et ça, en fait, c'est une réduction de surface. C'est donc l'assiette Auge-réservoir. Ça va être ça l'avenir. C'est ça ce qui va être apporté par l'avenir. Nous devons donc déterminer des priorités, fixer des priorités et nous pouvons donc les animaux d'élevage ne doivent manger que la biomasse non comestible. Et puis, on en a beaucoup, mais il faut donc le comprendre, il faut en être conscient, il faut aussi le communiquer à l'extérieur. C'est clair. C'est pas c'est pas moi de le dire. Donc, des terres arables. Donc, si vous produisez des céréales pour le pain, etc. Donc, c'est juste un tiers de la plante du blé reste dans le produit des gants qui se trouve dans les rayons du commerce de détail. Vous avez des graines et en fait, les graines passent au moulin. Et c'est une proportion 2 à 1. Donc, ça veut dire que, en fait, une production alimentaire hautement efficace au niveau végan, il y a donc le double de biomasse non comestible que comestible. Et ensuite, nous avons également les pâturages, les herbages, donc nous avons les prairies, donc escarpées, accidentées, rocailleux. 75% ne sont pas arables. En fait, là, en fait, des pâturages, c'est 58%. Et ensuite, vous avez également les prairies artificielles et tout ça. Les deux tiers sont des prairies, mais en fait, quasiment, donc la totalité n'est pas arable. En Allemagne, même si nous avons beaucoup de terres arables, nous avons 30% uniquement, qui est la part de la surface agricole utile totale. Et ça, donc, génère de la biomasse non comestible. Ça, c'est un point important. On pourrait dire donc, ceux qui sont contre les animaux disent oui, mais c'est pas naturel. Au bout du compte, il nous faudrait de la
forêt, parce qu'il y a de la forêt. On pourrait cultiver la forêt. Bah, dans quelques régions raides, c'est peut-être le cas, mais en règle générale, non. Donc, c'est comme ça que se présente un terrain de matière sauvage. Ça, c'est en fait les prairies en Afrique, et où il y a quand même des précipitations, mais la forêt pousse là surtout, donc où c'est raide, où il y a des collines, mais là où c'est plat, c'est les prairies. Chaque écologiste vous le dira. Donc là, vous voyez, c'est les grands troupeaux des animaux, c'est les grands troupeaux des animaux qu'ils vont donc détruire la forêt. Ils retiennent la forêt parce que, donc évidemment, donc ils s'alimentent au niveau des prairies. Et là, les arbres ne peuvent pas pousser. Et c'est la raison pour laquelle ça, c'est le paysage naturel que vous voyez ici à gauche. Et en Suisse, ce serait un peu comme ça. Il n'y aurait pas de la forêt. Donc ça, c'est en fait un paysage en Allemagne qui a été abandonné après la Seconde Guerre mondiale. L'agriculture, ça a été broussaillé. Et puis après, donc, on envoie des animaux. Et puis, ça se présente comme ça. C'est en fait... c'est que ça, la végétation naturelle, en quelque sorte. C'est un mosaïque d'arbres, des petits îlots de forage et tout ça. Donc, ça, il y a vraiment, donc, il y a une grande biodiversité. Et en fait, et c'est la deuxième manière comme on peut maintenir justement cette conception naturelle du paysage. Et là, donc, le big bullshit, la boue que vous voyez, donc ça, c'est important pour les insectes. Le dimanche de Pentecôte, j'ai eu donc les 50 anniversaires de ma communion, dans mon village natal, pardon. Et puis, je suis rentré chez moi et c'était un peu bizarre parce qu'en fait, il y avait un autre parfum dans l'air par rapport à il y a 50 ans. Depuis plusieurs années, ils n'ont plus d'animage productif. Le changement structurel a tellement impacté qu'il n'y a plus de bétail de production dans les villages, ni dans les villages à côté. Ils font que donc les masses d'ensilage pour l'installation de biogaz. C'est grave, c'est vraiment grave. En fait, vous allez arriver dans le village et vous dites, mais c'est bizarre, donc je respire un air différent, mais c'est pas meilleur forcément, non. Vous ne trouvez pas d'insectes, ça n'existe plus. Les mouches ne sont plus là. Il n'y a plus d'oiseaux. Mais c'est grave, c'est complètement bizarre. Si l'agriculture, les exploitations agricoles ne sont plus là, ce que ça fait au niveau de l'impact avec le paysage culturel et le paysage, on ne se rend pas compte, mais il faut juste regarder de plus près. Ben ça, j'étais une petite parenthèse dans la biodiversité, dans tout ce qui est biodiversité et la production animale. Mais revenons donc à la biomasse non comestible. Ça, c'est les chiffres que nous avons en Allemagne. En Allemagne, l'agriculture... donc à 120 millions de tonnes de masse sèche. En fait, c'est ce que vous récoltez donc avec les moissonneuses batteuses, avec la fauche et tout ça. Donc ça, c'est le total. Et en fait, 20% de la biomasse viennent des prairies continues. Donc ça, en fait, c'est 30% de la surface d'exploitation. Donc en Suisse, ce serait donc 40 à 50%. Donc dans cet ordre-là. C'est donc une grande quantité de biomasse qui n'est pas comestible. Ensuite, vous avez les produits couplés, c'est les foins, par exemple. Et là, en fait, ensuite, vous avez les 20%, donc c'est en fait les produits récoltés, donc tout ce qui est récolté au niveau de l'agriculture qui est passé à l'industrie agroalimentaire, donc les betteraves, les céréales, le colza, les pommes de terre. Mais est-ce que vous mangez des betteraves à sucre ou est-ce que donc, vous mettez donc, de betteraves à sucre dans votre thé? Ben non, ça passe tout d'abord à la fabrication. 1 kilo de sucre, donc ça fait donc 1 kilo de betteraves coupées, donc en fait, si vous avez 1 kilo de colza, il y a énormément de produits résidus qui ne sont pas utilisés. Ici, vous voyez donc un tiers de tous les produits. Donc, c'est des sous-produits de transformation qui ne sont pas utilisables en dehors de l'agriculture. Et ça, c'est les produits de fourrage pour les bovins, pour les volailles. Et c'est également donc les moyens nutritionnels pour les bovins. En fait, là, en fait, j'ai eu le soupçon qu'on fait pas, en fait, du fourrage. Donc, tout ce qui est récolté passe donc sur la voie végane. Et là, il n'y a que 20% en tant que nourriture
végétale. Mais en Allemagne, où nous n'avons que 30% de prairies, ça veut dire que par kilogramme d'alimentation végétale, il y a au moins 4 à 5 kilogrammes de biomasse non comestible. En Suisse, c'est encore plus parce que vous avez beaucoup plus de prairies, beaucoup plus de surface verte. Et évidemment, donc, vous avez des céréales de fourrage également. Donc, l'année dernière, c'était comment en Allemagne? On a eu donc, un bel été et les moissonneuses-batteuses donc, n'ont pas cessé leur activité jusqu'au 31 juillet. Après, il y avait les orages qui arrivaient de l'ouest. Il y avait des chutes de grêle un peu partout. Et après, donc, ça a plu jusqu'à la fin du mois d'août. Il y avait de la pluie jusqu'à la fin du mois d'août, comme chez vous d'ailleurs. C'est un peu la même chose quand même. Et en fait, après le 31 juillet, tout ce qui était encore sur les champs, c'était les céréales de fourrage. Et c'était pas mal. Et ça, donc, ce n'est pas encore intégré dans ce calcul, les céréales de forage et la fertilisation verte. Et qu'est-ce qu'on fait donc avec cette biomasse non comestible? Cette biomasse non comestible, j'en ai besoin pour l'économie circulaire. Je l'ai besoin pour la circulation des substances et ça donne des aliments supplémentaires aux humains. Et en fait, je dois réintégrer cette biomasse non comestible dans les filières d'utilisation du cycle de vie. Et donc, est-ce que vous voyez donc tout ce qui est paille, tout ce qui est extrait, donc on serait asphyxié donc avec ces substances-là. Donc, si c'était pas dans le cycle, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut le laisser pourrir, ou bien donc on peut fourrer, on peut le donner à manger à nos animaux de production. C'est inefficace de le laisser en décomposition. Ça, c'est en fait le plus inefficace qu'on puisse faire. Il y a en fait un très faible impact au niveau des engrais. L'azote passe dans les eaux souterraines si on le laisse en décomposition. Ce qui est encore beaucoup mieux, c'est le biogaz. Et donc, ça, c'est en fait les digestats. Donc, ils sont donc utilisés comme engrais. Ça, c'est très efficace. C'est stockable. Si je le stocke et si je l'utilise de manière ponctuelle, j'ai en fait un impact au niveau des engrais plus élevé et j'ai en fait une récolte plus importante au niveau de l'alimentation végane. Ça, c'est en fait, il y a le double en fait. Ça, c'est bien représenté ici. Rien que, donc, par une bonne gestion des engrais, je récolte le double en nourriture végane. Ça veut dire que si je veux passer à une agriculture végane, je dois donc absolument disposer d'une installation de biogaz. Dans cette installation de biogaz, je dois mettre tous les résidus, donc tous les produits secondaires de l'industrie alimentaire. Je dois inclure l'industrie alimentaire dans cette économie circulaire. Et quelle est en fait la différence entre le biogaz et les aliments pour les animaux? Au niveau de l'agriculture, c'est la même chose. Mais est-ce que vous pouvez donc mordre le biogaz? Non, c'est pas vrai. Vous pouvez manger du biogaz. Non, on veut produire des aliments et des denrées alimentaires. Il faut que je me décide. Est-ce que je veux produire des denrées alimentaires ou de l'énergie? Et si on prend cette proportion de 1 à 4, donc 1 kg de pain, 100 grammes de protéines, 1300 de biocalories, etc. Donc ça, c'est la biomasse. Et là, si on le donne à manger, donc dans un système de vaches laitières, je dois donc donner à manger à tout le monde, à tous les animaux. Mais en fait, au moins, je gagne 3 litres de lait. Si je l'utilise cela de manière intelligente chez vous, c'est plus parce que vous avez plus de pâturage, vous avez plus de prairies chez vous. Ou plus de kilos de viande. Donc, au moins 3 kilos de lait, ça veut dire que sur les 100 grammes de protéines qui me fait la production végane, j'ai 100 grammes de protéines en plus, au moins donc 1000 kilocalories en plus. Ça veut dire que de la même agriculture, de la même surface, j'alimente plus de 50% de personnes en plus sans la concurrence alimentaire. Passons donc à ce champ de football, de terrain de football. Donc, en fait, une économie végane sans installation de biogaz, ça se présente comme ça. Avec l'installation de biogaz, donc une bonne gestion des engrais, nous avons nourri au moins 50% de personnes en plus. Si je prends les aliments pour animaux productifs, je peux augmenter l'alimentation des humains. Et ça, c'est la valeur de la production animale. Est-ce qu'on veut y renoncer? Non, il faut le dire aux personnes comment ça fonctionne. Et ça, c'est en fait la discussion, c'est le hype. C'est la production animale qui est méchante, mais cette hype, cette tendance est complètement erronée.
données, c'est un peu n'importe quoi. Mais est-ce qu'on travaille comme ça aujourd'hui? Non, on ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui. Les 3 litres de lait ne nous suffisent pas parce que les humains, les hommes, donc en Europe, ils veulent avoir 6 litres de lait, pas 3 litres ou 5 litres. Ils veulent donc un demi-kilo de viande également. Comment est-ce qu'on y arrive? Nous prenons donc la moitié du pain, nous le donnons à manger à nos animaux et nous produisons comme ça plus de lait et plus de viande. Et avec ceci, en réduisant la nourriture végane, au lieu de 6 personnes, nous n'avons plus que 4 personnes que nous nourrissons. Ça, c'est l'image que vous voyez. Ça, c'est en fait la situation actuelle à laquelle on est confronté. Ça veut dire qu'on a dépassé ce point critique de l'économie circulaire. On fait la concurrence alimentaire supplémentaire qui est utilisée à une autre affectation de l'agriculture. En fait, la reproche que nous faisons, une mobilisation en quelque sorte. Non, ce n'est pas une reproche justifiée, mais on ne doit pas se passer des animaux productifs, surtout pas aux bovins, parce que c'est eux qui nous donnent justement, qui nous donnent cette biomasse non comestible. Et c'est également donc ce qui se passe avec les alternatives végétaliennes. 1 kilo de boisson avoine, par exemple, la boisson à l'avoine, enfin au niveau de l'avoine qui est donc donnée donc, pour produire cette boisson, 1/3 de la biomasse est intégré dans cette boisson à l'avoine. Les grands fabricants des boissons à l'avoine, je ne veux pas donc les nommer, en fait, ils s'arrachent la langue quasiment. Au lieu de dire donc, où vont les 2/3 qui restent, c'est intéressant. En fait, si vous prenez les grands producteurs, donc moi je vois toujours donc les interviews dans les journaux et dans les magazines. En fait, eux, ils ne vous informent pas là-dessus. Ça, c'est un fourrage. C'est un fourrage, c'est rien d'autre. C'est donner à manger aux animaux. Moi, je connais beaucoup d'exploitations bio qui le donnent à manger à leurs bovins. Un verre de boisson à l'avoine, ça fait donc... un verre de boisson de vache à lait également. Mais arrêtons donc des produits végans, ce n'est pas une alternative, ça fait partie intégrante du cycle. On ne doit pas se battre contre ça. Non, il faut partie, en fait... du concept assiette, auge, réservoir. Donc, donnons de manger aux végans et utilisons les produits résidus aussi, les produits secondaires. C'est bien comme ça. En fait, on ne doit pas accepter que c'est utilisé en tant qu'alternative. Et ce n'est pas des alternatives, non. C'est en fait des partenaires. C'est de la partenaire de la production alimentaire. Ça fait partie intégrante de l'équilibre. Également. Et là, en fait, la grande question qu'on se pose, les vaches tueuses de climat. Nous avons besoin des aliments productifs, surtout les vaches à lait avec leur production de lait. Donc, c'est absolument important pour la biomasse non combustible parce que ces animaux produisent de la méthane. Et en plus, là, en fait, on nous tape dessus par derrière grâce à cela, justement, avec le narratif, c'est la vache qui tue le climat. Et ce narratif, c'est vraiment, donc, c'est KKK, donc c'est des 3, donc la vache tue le climat, en allemand c'est 3K, mais bon. Et en fait, regardons où il y a donc les productions de méthane un peu partout dans le monde. Là, en fait, vous voyez les équivalents, les émissions globales équivalentes de CO2 provenant de l'élevage d'animaux de ferme. Rouge, c'est les bovins, et ce qui est mauve, c'est les buffles. Et en fait, là, en fait, c'est la méthane. Là où vous voyez les couleurs, c'est là, en fait, les émissions de méthane un peu partout. Et là, vous voyez où ça se passe, c'est en Amérique latine, c'est au sud de l'Inde également. Dans la partie orientale de l'Inde, ça, c'est un marché à croissance. Ils veulent avoir une augmentation de la production laitière de 6% par année. Ça veut dire qu'il y a une augmentation massive de la production laitière et une augmentation massive de ses émissions. L'Europe, c'est ridicule, c'est petit, l'Europe, par rapport à cela. Et en fait, nous avons très peu de ces émissions en Europe. En plus, nous n'avons plus de ruminants non plus. Dans ça, c'est en fait le chiffre en Allemagne, à partir de l'année 1800, il y a plus de 200 ans, à l'époque, il n'y avait pas encore l'Allemagne, ça n'existe pas. Donc, il y avait des principautés un peu partout. Mais et là, donc, il y a des registres fiscaux. Et là, on peut vraiment regarder combien de bovins il y a eu. Il y a 12 millions de bovins à l'époque. Et là, nous avons 10 bovins
millions de bovins. Donc là, il y a une réduction, une baisse. Donc des moutons, 17 millions. Donc au niveau de la pointe, il y avait 27 millions de moutons. Bien évidemment, donc nous avons fait nos textiles à la base des moutons. Il y avait plein d'animaux à l'époque. Si on parle justement de la production animale de masse, c'était dans la phase pré-industrielle. C'est pas aujourd'hui. Et entre-temps, nous n'avons plus que 1,3 million de moutons en Allemagne. Si on fait le total, donc il y a donc 10 moutons sur un bovin, ça veut dire en Allemagne, nous avons moins de ruminants qu'en l'an 1800. Et les émissions de méthane de ces animaux est largement en dessous de la période pré-industrielle. Donc nous avons déjà fait nos devoirs en quelque sorte en Suisse, ça ne va pas être forcément différent. Malgré tout cela, on ne doit pas se reposer sur nos lauriers, mais évidemment, on continue à être attaqué et c'est la raison pour laquelle il faut regarder de plus près dans l'impact de la méthane. Comment est-ce qu'on peut évaluer la méthane? La méthane est évaluée complètement différemment par rapport à la CO2. Bon, moi, donc pour des raisons de temps, parce qu'on a déjà pris un peu de retard, je vais raccourcir un tout petit peu. Ici, en fait, vous voyez les chiffres autrichien. L'impact climatique des gaz à effet de serre, donc l'azote, méthane, et puis vous avez la CO2 également, depuis le début de l'industrialisation. Et en fait, vous voyez donc les oxydes nitriques également. Et en fait, et là, c'est lié au fait que le CO2 donc vit très longtemps dans l'atmosphère. Beaucoup de personnes sont certainement venues en voiture aujourd'hui. Et puis, donc, les carburants que vous avez brûlés, ça fait dans les 2 kg, 2,5 kg de CO2. Et ce CO2 restera dans l'atmosphère pendant toute votre vie, la vie de vos enfants, des enfants de vos enfants et leurs enfants également. Ça reste dans l'atmosphère. Une fois que ça a été libéré, ça va rester dans l'atmosphère. Et même s'il y a donc un petit impact au niveau des gaz à effet de serre, l'impact va rester et chaque kilogramme va donc se mettre en place sans pitié. Mais la méthane, non. La méthane, c'est différent. La méthane est réduite dans l'atmosphère sur 12 ans. Et en fait, c'est la raison pour laquelle il y a un équilibre entre les émissions et la réduction. C'est comme une baignoire. Si vous remplissez le baignoire d'eau et en même temps, donc vous laissez l'eau sortir de la baignoire, donc vous avez donc un volume constant d'eau qui se trouve dans la baignoire. Et c'est un peu la même chose. Ça, c'est la contribution de la méthane en Autriche. La moitié provient de l'agriculture, l'autre moitié, ça c'est en fait l'industrie de déchets et l'industrie. En fait, c'est plat, ça n'augmente pas, même si les animaux continuent à émettre des émissions. Il y a donc une durée de vie courte et ne s'accumule donc pas. Et si donc en fait on tuerait tous les ruminants et voilà donc on tue la moitié des ruminants, il n'a pas d'impact climatique. Quel est le message derrière tout cela? Le message derrière tout cela, c'est que en fait, je reviens en arrière. Le message est le suivant. En fait, donc, comment est-ce qu'on évalue ça, en fait? Si, donc, on fait donc l'estimation de GVP 100, l'impact climatique du lait et de la viande bovine est d'un facteur 2 à 4 par rapport au GVP2. C'est vrai pour la situation globale, mais ce n'est pas vrai pour la Suisse ni pour l'Europe occidentale. Il y a, par exemple, des modèles GW astérisque, par exemple, et là, si on utilise ça, en fait, donc, le facteur des bovins et du lait est d'un facteur 2 à 4 en dessous. Et en fait, c'est en fait en dessous de l'émission de CO2 d'une boisson à l'avoine. C'est juste une question de bien l'évaluer, de bien estimer les choses. De quoi ça dépend? Bien évidemment, il faut qu'on passe aux réductions. Et en fait, il faut contrecarrer le changement climatique. Les émissions CO2, il faut les réduire de manière massive. Il faut promouvoir donc la réduction de CO2. Et puis, au premier rang, c'est en fait les prairies. Les prairies, c'est le meilleur moyen à réduire le CO2. C'est comme le forêt, voire plus. C'est beaucoup plus que les terres arables. Et qu'est-ce qu'on fait avec la méthane? Ce qui est en fait décisif, ce qui est en fait les niveaux des animaux d'élevage soit constant au même niveau. Donc, il faut que ce soit constant. Si c'est constant, ce nombre d'animaux de village, les émissions de méthane arrivent en équilibre avec la décomposition et ça veut dire que la décomposition de cette méthane est neutre au niveau climatique. Il n'aura pas d'augmentation de la température, ce qu'on voit très, très bien ici au niveau de cette statistique. C'est neutre au niveau climatique et c'est ça ce qu'on doit obtenir. Et si on fait ça, on a fait nos devoirs.
Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je vous l'ai montré avec les camps de foot. Je vous ai montré les faits quand on a des animaux de rente et quand on va trop loin. Statement numéro 5, les animaux d'élevage ne deviennent un problème que lorsqu'ils perdent l'équilibre de l'économie circulaire. Il s'agit de cette biomasse non comestible. C'est quelque chose qui accompagne un peu l'alimentation végane. Et on a toujours des prairies vertes et que ça fasse du sens, je vous l'ai montré aussi en lien avec la biodiversité. Donc, si nous renonçons à l'affouragement de cette biomasse non comestible, le climat n'en profite pas. Au contraire, nous perdons les 3 litres de lait et donc une agriculture végane devrait avoir beaucoup plus de surface arable pour compenser la perte. Donc, vous voyez le graphisme, donc il faudrait vraiment descendre. Donc, si on détient pas d'animaux, la courbe, elle monte de nouveau. Et notre tâche est la suivante. Il faut vraiment trouver les possibilités par exploitation pour réduire aussi les émissions, mais quand on choisit le bon nombre d'animaux détenus sur l'exploitation, on peut aussi gérer les émissions à effet de serre. Là, on voit les protéines, l'utilisation de protéines avec une consommation végane. Vous voyez la courbe. Il faut trouver le minimum, c'est ça notre tâche. Et comment ça se passe avec l'empreinte écologique? C'est ce qui concerne les détaillants et c'est l'empreinte écologique qui doit être réduite, mais il n'y a pas une empreinte écologique. On ne peut pas dire que l'empreinte écologique du lait suisse se monte à 1,2. Non, on n'a pas vraiment une définition. On ne peut pas le dire. Dans l'agriculture, nous avons au moins 2 empreintes écologiques. On a une faible empreinte, mais le consommateur veut avoir plus, donc il faut avoir d'autres productions et à ce moment-là, les émissions deviennent plus élevées. C'est totalement clair. Les premiers 20 kilos de lait, pour ces 20 kilos de lait, on peut utiliser les prairies vertes et puis ça suffit. Il ne faut rien d'autre. Il ne faut pas de fourrage. Les premiers 20 kilos de lait de la vache correspondent à des protéines véganes. On peut le commercialiser de cette façon. Et juste quand on augmente, il faut ajouter des concentrés. Et là, on entre en concurrence alimentaire. Donc, j'ai toujours 2 empreintes écologiques. Donc, de quoi s'agit-il dorénavant? À quoi faut-il veiller? Chaque vache a une base verte en bas, en haut, une partie rouge. Quel est l'objectif? L'objectif est de sortir la partie rouge en la remplaçant avec une partie verte. Il ne faut pas me méconnaître. C'est pas, on parle de couleur, de partie, mais c'est comme ça qu'on le comprend peut-être le mieux. Donc, il s'agit vraiment de ne pas produire moins ou d'avoir moins d'animaux. Si je détiens moins d'animaux, alors la vache, elle est juste petite, plus petite. Elle reste rouge malgré tout. Donc, il s'agit vraiment de maintenir la production ou augmenter même la production, mais de regarder où est-ce que je peux éliminer des éléments qui nuisent au climat et les remplacer peut-être par autre chose. Donc, la perte de volume de production doit être compensée par une augmentation de l'efficacité. Donc, un faible apport, un rendement élevé. Il faut optimiser la gestion des fourrages. Ça, c'est une possibilité.
Peut-être il faut aussi un peu plus de stock pour l'ensilage. On peut peut-être aussi améliorer la qualité des fourrages. Je peux avoir des mélanges. Je peux vite gagner 1 à 2 litres de lait en utilisant le même matériel. Souvent, ceux qui sont contre la détention d'animaux, ils disent il faut faire quelque chose. Mais c'est comme pour les véhicules. Pour les véhicules, il faut vraiment que les carburants ne soient pas limités. Mais quand on parle de quantité de fourrage, il faut savoir que la quantité de fourrage est limitée. Et puis là, il s'agit d'augmenter l'efficacité. Et le troisième point, c'est probablement le point le plus important. Il faut avoir une gestion efficace. En Allemagne, par exemple, 40% ou presque 4% de la masse alimentaire sèche qui va dans le système bovin est consommé par le jeune bétail et ce jeune bétail n'a pas encore donné du lait. Donc, on peut peut-être augmenter la lactation. Il faut aussi prolonger la prestation par vie de vache et il faut aussi adapter l'élevage, évidemment. Par exemple, il faut éliminer aussi les maladies si on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Et le dernier transparent, après je suis au bout de mon exposé, nous nous trouvons effectivement dans un point de changement d'époque. L'agriculture a une importance fondamentale. On parle de changement climatique, donc il y a une transition énergétique qui nous attend. On part à des énergies renouvelables. Des fois, ça devient plus cher pour les consommateurs, oui. Mais comment est-ce que vous réagissez lorsque l'énergie devient plus chère? Est-ce que quelqu'un de vous a encore une ampoule de 120 watts dans vos lampes? Levez la main si c'est le cas. Une sur 200, le reste a déjà réagi et a amélioré l'efficacité. Vous êtes déjà en pleine évolution climatique et puis c'est ce qu'il faut faire aussi avec les animaux de rente. Il faut aller vers du fourrage régénératif. Donc, cette biomasse non comestible doit être comprise comme une ressource précieuse. Nous avons effectivement moins de lait, de viande, d'œufs. C'est surtout les porcs qui vont en souffrir. Quelle est la conséquence? Il faut réagir. Il faut augmenter l'efficacité. La lampe à 100 watts doit être sortie de l'étable, doit être remplacée avec des LED. Donc, faire de sorte que le système devienne de plus en plus efficace. Maximer la gestion et l'efficacité des aliments. On repart un peu dans l'ère de nos grands-parents. Mais il nous faut maintenant de l'innovation, de la créativité, du courage. Et je suis presque sûr, si on agit de cette manière, on pourra continuer à nourrir la population avec des produits haut de gamme. Merci beaucoup.